Ebola, malgré ces menaces, le Maroc a de bons motifs pour refuser d'abriter cette CAN 2015. Et voilà, Fabrice, par rapport à cette CAN, c'est vrai que le Togo a été victime de cette façon de défense d'intérêt personnel de la CAF, sans se soucier des équipes qui participent. Alors, quelle lecture vous faites de la position des uns et des autres? Oui, au-delà de tous les éléments que mon confrère a relevés ici, qui prouvent effectivement que la CAF met en avant beaucoup plus les enjeux financiers qu'en réalité l'humain, c'est l'arrogance avec laquelle la CAF a très souvent l'habitude de gérer ce genre de dossiers. On l'a vu, on a donné l'exemple du Togo ici en Angola. Qui, malgré les morts d'hommes, a été sanctionné. Dans un langage arrogant, une façon arrogante d'aborder ces questions qui touchent à la vie humaine. Et aujourd'hui, on a également l'impression que c'est avec cette même arrogance, on menace, on dit, bon, vous ne faites pas, on vous suspend, on fait ceci ou cela. Mais je me demande, qu'est-ce qui peut permettre à la CAF, une organisation comme cela, qui se comporte comme si elle est complètement au-dessus des États. Et je comprends, forcément aujourd'hui la CAF a de l'argent, tout comme la FIFA, et Dieu seul sait si l'Union africaine peut atteindre même la cheville de la CAF en ce qui concerne les moyens financiers. On a vu la CAF offrir quand même à l'Union africaine un siège. Voilà, donc c'est la même chose également quand vous prenez au niveau de la FIFA. L'ONU, malgré sa puissance, n'atteint pas la FIFA, c'est beaucoup de sous au niveau du football. Et je crois que c'est sur la base de ces finances, c'est sur la base de cette richesse que ces organisations-là ont. J'ai l'impression que c'est ça qui justifie un peu l'arrogance avec laquelle la CAF aborde parfois certains sujets. Sinon, et aujourd'hui, quand vous prenez les pays qui sont choisis, peut-être pour voir si c'est possible d'amener là, ça finira par la corruption. Je sais que le pays qui va, si jamais le Maroc s'entêtait, s'accrochait à sa position du report et qu'on délocalisait cette organisation-là, le pays qui va l'organiser, c'est les enjeux financiers qui vont jouer. On va forcément mettre l'argent de l'avant pour peut-être remplir la poche des autorités, les obliger à organiser cette coupe-là. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que quand vous prenez les rendez-vous sur le plan continental qui ont été annulés, le Togo a annulé sa foire, le Burkina a annulé plusieurs rendez-vous culturels. Dans beaucoup de pays, on a annulé. Or, quand vous prenez la foire du Togo, c'est quelques pays qui sont intéressés. Mais on a estimé que c'est il y avait des facteurs de risque. De prendre les risques. Mais vous voyez un peu la canne. Tout ce beau monde-là qui se déplace. Y compris des pays dans lesquels le mal sévit vraiment. Hein? Tout ce beau monde-là, on n'analyse même pas cette situation pour dire il y a péril en la demeure et on ne voit que l'organisation de cette CAN-là. Moi, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, quelle que soit la puissance financière de la CAF, il faut qu'à un moment donné, même si les fédérations ne peuvent pas emboîter le pas parce qu'on va les sanctionner, il faut que les États se lèvent quand même pour essayer d'atténuer cette arrogance-là de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, même si la CAF arrive à trouver son pays organisateur, tous les pays peuvent dire, bon non, on ne va pas y aller. Ils vont faire quoi? Ils vont forcer les gens à aller jouer. Moi, je crois qu'il faudrait avoir vraiment un minimum de respect pour quand même les citoyens que de voir seulement ce qu'on va gagner. Le football, tout le monde aime bien le football, mais on considère que cette année, il y a un danger qui plane. Et cette CAF-là, je suis sûr qu'il y a de fortes chances que entre le Nigeria et l'Angola, il y a de fortes chances que ce soit l'Angola, parce que si c'est le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest est déjà vomi. Beaucoup ne viendront pas. Beaucoup ne viendront. Le Nigeria, même, c'est un pays touché, même si aujourd'hui, on attend. En tout cas, l'OMS a dit le Nigeria a d'autres problèmes. Il y a le Boko Haram qui sévit là. Il y a Boko Haram. Donc, ça ne peut pas, la CAN ne peut pas avoir lieu. Et maintenant, on prend l'Angola avec les mauvais souvenirs que, particulièrement, le Togo a par rapport. Et au même moment, le Togo est en train de chasser sa qualification. Sûrement que le Togo sera qualifié. On retourne en Angola quelques années, 4 ans seulement après, moi j'ai l'impression que c'est un retour vers l'enfer. Et donc moi je crois qu'il faudrait que la CAF fasse profil bas, comprenne vraiment les enjeux, notamment liés à la personne humaine, que de voir les enjeux financiers. Les enjeux liés à la personne humaine que moi, les intérêts financiers. Ça m'amène à ouvrir le débat sur la question de l'alternance, vous savez. Si Issa est à tout avec... On va parler de l'alternance là-bas aussi. Oui, bien sûr, l'alternance, parce que le monsieur... Il n'y a pas de limitation de mandat en football. Il n'y a pas de limitation de mandat, mais à un moment donné, vous savez, il y a l'usure du pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous pensez qu'il y a des réflexes de gouroutisation qui vous incarnent
et qui vous Il y a oblige plutôt à agir. de l'expérience dans la gestion de la chose. À agir comme si vous connaissez tout. Il y a ce complexe de supériorité qui vous anime vis-à-vis des autres. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Issa Hayatou, qui se croit tout permis, parce qu'il est à la tête d'une fédération qui brasse de l'argent, qui donne des ordres aux États, et qui ne reçoit d'ordre d'aucun État, parce que, parlant d'ingérence et tout ça là, donc ça fait que il a la tête, il n'a plus la tête sur les épaules, il fait à son gré, à sa volonté. C'est pourquoi je pense que l'alternance est très importante dans toutes les œuvres humaines, et ça permet, le changement a été toujours moteur du développement, a été toujours moteur de croissance. Donc il faudrait, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du football, au niveau de tout, et de tout ce qui peut permettre de rassembler l'humain autour d'une cause, il faudrait qu'on assure une certaine alternance pour mieux aider les systèmes afin que le développement puisse s'inviter de façon véritable. Mais je reste avec vous, c'est vrai qu'on a vu un Togolais tenir tête à Issa Hayatou, c'est vrai qu'il a été broyé par la machine de la CAF, mais est-ce que ce n'est pas finalement une complicité des États, comme Fabrice l'a dit, à rester un peu muet par rapport au comportement déplacé de la CAF qui l'encourage à grandir ou gravir les échelons par rapport à son dictat? C'est une mafia, quand vous suivez un peu l'histoire du football, avec tous les mouvements les insolites, les mouvements mafieux qui s'orchestrent, je pense que le football, c'est bien sûr que nous tous nous l'aimons, nous l'adorons et nous savons que c'est un concept, un facteur fédérateur et rassembleur, mais les dessous, j'ai lu un livre qui parle du ballon noir. C'est-à-dire que les dessous du football sont vraiment choquants. Mais bon, on ne peut rien. C'est des gens qui ont hissé cette discipline à un piédestal que personne, même les États politiques, ne peuvent pas atteindre. Mais on fait avec en attendant qu'à un moment donné, et cela arrivera tôt ou tard, il y ait une certaine tendance à faire mettre le pied dans la fourmilière et à créer une situation qui puisse permettre de changer les choses et de pouvoir améliorer les choses, de pouvoir mettre le football ou la CAF ou bien les institutions du sport et du football au même niveau que les États pour qu'il n'y ait pas trop de puissance, de suffisance et d'influence excessive sur les actions qui pourront peut-être permettre le développement, permettre de sauver l'humain. Donc je pense que le moment arrivera quand il y a accumulation du stress et de frustration, ça finit par s'exploser et il y a la solution qui vient d'elle-même. La nature, on dit souvent avec la sélection, la nature avec sa sélection naturelle, comme on le dit, pourra permettre d'en arriver à une issue qui sera peut-être sans doute favorable à l'être humain. À l'être humain, voilà. Je reviens avec vous, Fabrice, par rapport à la même question. C'est vrai qu'en 2010, on a vu l'État togolais fléchir devant la CAF, devant l'intransigeance de la CAF qui a d'abord sanctionné le pays et tout ce qui a tourné autour. Après, il a fallu que l'État togolais fasse du lobbying, les coulisses de la CAF pour que cette sanction-là soit un peu levée. On a vu quand Michel Platini, le patron de l'UEFA, a voulu aussi aller dans le sens du Maroc par rapport au report de la compétition. On a vu la réponse de Issa Hayatou très furieux. Aujourd'hui, franchement, est-ce qu'on voit les États africains faire quelque chose devant la CAF? Non, comme je l'ai dit au départ, la CAF est assise sur un empire financier très grand, ce qui fait qu'elle pique la grosse tête dans des situations pareilles. Les États deviennent très petits devant. Mais je crois qu'à un moment donné, effectivement, il y a la question de la longévité de Issa Hayatou à la tête de la CAF. Et je crois même qu'il a dû même toucher au test pour s'offrir un nouveau mandat. Parce qu'à un moment donné, il était frappé par la question d'âge. Et moi, c'est beaucoup plus ça qui me préoccupe. C'est quand on veut toucher au test pour pouvoir parvenir c'est finalement à tous les niveaux. C'est un peu cela, c'est un peu ça qui choque. Mais malheureusement, c'est un peu comme au niveau de la fédération, l'appareil que nous avons au niveau de la fédération. C'est-à-dire qu'on est dans une situation... La fédération togolaise. La fédération togolaise. On est dans une situation où l'électorat est très réduit. Quand vous-même vous prenez les élections également au niveau
de la CAF, l'électorat est très Seulement réduit. Donc quelques quand vous personnes. avez vraiment les moyens, vous pouvez vous faire élire aussi facilement. Il suffit de corrompre. Il suffit de corrompre. Or, c'est quelque chose qui engage tout un continent. Mais toi et moi, nos voix ne comptent pas du tout, même au niveau des fédérations qu'on met sur pied d'abord avant de parler de la CAF. Donc, c'est ça qui fait que je crois qu'aujourd'hui, Issa Hayatou, peut modifier les tests comme il veut parce qu'il sait que l'électorat, il l'a entre ses mains. Il n'a même pas de challenger. Il n'a même pas de challenger malgré ses dérives. Je reconnais. Il a eu de challenger. On se souvient quand même de. Mais vite broyé. Même les Jacques Anouma, tout ça, il a été vite broyé. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est vrai, il a fait beaucoup de choses pour la CAF avec les places au niveau du mondial. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais maintenant, je crois qu'il est en train de vieillir très mal par rapport aux actes qu'il est en train de poser ces dernières années. Ça n'arrange vraiment pas le football africain. Et prenant cette question de Bola, vous savez que même juste après les journées, les derniers matchs des éliminatoires qu'on a joués ici, les joueurs qui sont venus de l'Occident, quand les gens sont repartis, on les a mis en quarantaine quelques instants, le temps de leur faire des analyses pour voir. Donc, c'est des éléments qui choquent. Et je suis sûr que beaucoup de joueurs vont simuler des blessures, je ne sais quoi, pour ne pas venir jouer cette CAN-là. Donc, on est en train d'évoluer vers l'organisation du CAN. Est-ce qu'il faut s'arrêter même par rapport à cette façon de mettre les joueurs en quarantaine? On a vu lors du sommet États-Unis-Afrique, les chefs d'État africains ont été... Vous avez suivi tout ce que ça a donné avant qu'ils ne puissent aller aux accolades avec les autres. Beaucoup de gens ne viendront pas pour cette CAN-là. Or, la CAN, c'est également l'occasion pour les locaux qui ont la chance d'être sélectionnés, d'être... sur les vitrines des recruteurs et tout cela. Beaucoup de gens ne viendront pas, surtout si jamais c'est au Nigeria, peut-être beaucoup de gens ne viendront pas. Et donc, on va organiser une CAN au rabais juste pour justifier les financements qu'on a pris auprès des partenaires parce que peut-être on ne veut pas rembourser ou quelque chose comme cela. C'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, je crois que les autorités togolaises sont à l'écoute. Ils peuvent également aider à faire le lobbying pour que les autres États puissent accompagner le Maroc dans cette histoire qui risque de porter gravement atteinte à la santé de nos ambassadeurs. Et rapidement, nous allons, Carlos Ketou, tenter d'apporter des réponses à ces deux interrogations, commençant par la première. Que pensez-vous des initiatives en cours pour parvenir aux réformes institutionnelles et constitutionnelles dans notre cher pays, le Togo? Oui, moi, je n'ai pas envie de me targuer sur des initiatives en cours, parce que le problème de réforme institutionnelle et constitutionnelle date de Mathusalem. C'est une question qui est aussi vieille que le monde et qui a suscité, qui a préoccupé les acteurs politiques, que ce soit les politiciens, les journalistes, et la société civile, les représentations diplomatiques, depuis très longtemps. Et depuis même 2005, on a toujours posé, bon, après les accords politiques, l'accord politique d'août 2006, le problème a été posé où on devait faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. D'abord, la terminologie était les 22 engagements. Et c'est l'accord d'août 2006, après l'élection présidentielle de 2005, après la mort du général Yadema, après cet accord-là qui a été signé par tous les partis, que la terminologie et réforme institutionnelle et constitutionnelle est née. Et cette terminologie a été usitée, employée par tous les acteurs, défendue par tous les politiciens, tous les partis politiques. Donc moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'on passe qu'un certain nombre de partis qui s'approprient la chose comme étant les plus grands défenseurs des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles sont en train de réinventer la roue. Non, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. C'est pourquoi nous accusons aujourd'hui le CAR et l'a dit, de faire tout simplement de la délation et de se donner un tout petit peu à une situation qui permet de justifier quelque chose qu'ils sont en train de camoufler. Parce que quand il y a eu ces histoires de conclave avec la question des candidatures uniques et tout ça là, on n'a pas vu une certaine détermination, l'acharnement actuel de ces partis. Mais c'est depuis le moment où on a dégagé un candidat unique qui se trouve être la personne de Jean-Pierre Fabre qu'on a vu une certaine agitation autour de certains partis politiques. Mais sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, tout le monde le sait. Le pouvoir politique le sait
que les réformes sont obligatoires, constituent la condition sine qua non pour aller à l'élection. Il ne sert à rien d'aller à une élection présidentielle, d'aller en candidature unique, d'aller prendre toutes les dispositions pour aller à ces élections sans que les questions du code électoral, les questions de limitation des mandats, les questions de la régularité même du scrutin ne soient pas réunies. Mais c'est vrai. Mais on ne peut pas attendre que voilà, nous allons obtenir les réformes politiques avant d'aller chercher le candidat unique. Les deux causes peuvent être concomitantes, les deux actions peuvent être faites au même moment. Mais si certains pensent au niveau de l'opposition qu'il faille d'abord trouver une solution aux réformes, ce qui est pour l'instant apothétique, ce qui relève pour l'instant de postulats, parce que ce serait très difficile, à moins qu'il y ait une mobilisation populaire, ce serait difficile dans l'histoire du Togo que nous avons connu et dans les derniers développements de l'actualité que on dit que voilà, les réformes introduites par le Kareladi ont été opérées au niveau de l'Assemblée, au niveau du pouvoir politique. Il y a toujours un point de blocage qui ne dit pas son nom, qui est là. Donc, les questions de réforme sont importantes, mais il faut éviter d'en faire des échafaudages, des discours pour justifier des mesquineries que certains leaders politiques sont en train d'exprimer. Voilà. Ok, voilà. Fabrice, c'est vrai, la question, elle est là. Que pensez-vous des initiatives en cours pour parvenir aux réformes institutionnelles et constitutionnelles dans notre pays, le Togo? Je rappelle quand même qu'il y a une initiative prise par la diaspora avec la fondation Kekeli qui veut recueillir 500 000 signatures donc, de citoyens togolais pour contraindre les autorités ou bien les acteurs politiques au référendum. Il y a également l'autre initiative qui consiste à rassembler 19 signatures de députés au Parlement pour permettre une modification sur le plan parlementaire et bien d'autres initiatives encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, ou je reviens avec la question, que pensez-vous de toutes ces initiatives-là? Oui, je suis d'accord quand on dit que les questions de réforme sont abordées il y a très longtemps. C'est un sujet vieux. Le débat, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais vous convenez avec moi qu'en parler, ça ne suffit pas. Il faut prendre des initiatives. Et là, pour une fois, moi, je vois une initiative qui a été prise. Parce qu'il ne suffit pas d'en parler. Oui, il faut faire les réformes, il faut faire ci, il faut faire ça. La dernière fois qu'on a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale pour ces réformes-là, je crois que c'est le gouvernement qui l'a pris à l'issue donc d'un dialogue. C'est le gouvernement qui l'a fait. Et l'opposition, depuis toujours, même si elle est minoritaire au niveau du Parlement, n'a jamais pris, à part les paroles en l'air et peut-être quelques manifestations de rue, n'a jamais posé un acte concret qui démontre qu'on a et qu'ils ont également envie de ces réformes-là. Et je crois que ces deux partis, le CAR et l'a dit, qu'on les aime ou pas, je crois qu'il faut reconnaître quand même qu'ils ont posé un acte concret sur ce point. Si nous étions dans des pays où les mentalités sont vraiment évoluées au sein de l'opposition, ils doivent être en tête dans les sondages parce qu'ils ont posé un acte quand même concret qui démontre qu'ils ont vraiment envie d'aller à ces réformes-là. Nous, on ne voit pas quels sont les agendas des uns et des autres, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais ce qui est sûr, à ce jour, ils sont les seuls, ou du moins, à poser un acte concret, à part la question de référendum qui vient au niveau de la diaspora. Ça, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que quand on voit aujourd'hui la situation économique du pays avec l'organisation des élections et autres, un référendum avant 2015 et tout cela, ça va être un peu compliqué. Mais on salue quand même cette initiative. Mais celle qui est beaucoup plus concrète, c'est celle de l'ADI et le cas. Et donc, à vue d'œil, c'est quand même un acte qui a été posé. C'est-à-dire, on ne s'est pas limité à des paroles, nous voulons des réformes, faisons des réformes. Au même moment, vous savez que ces réformes-là intéressent aussi bien la Cour constitutionnelle, la CENI que d'autres institutions et certains tests au niveau de la Constitution. Mais on a envoyé des gens siéger au niveau de la CENI, ces gens-là qui commencent déjà même pas à s'organiser pour préparer les élections et au même moment, on parle de réforme. Moi, je crois que c'est la première fois qu'au sein de l'opposition, on a posé un acte concret qui démontre qu'on a bien envie d'aller au niveau de l'opposition. Et je crois que le CAR et l'ADI ont marqué un point par rapport aux autres de l'opposition. Et je me disais que par sursaut d'orgueil, l'ANC ne voudrait pas peut-être s'aligner derrière cette initiative. Mais ils ont relevé également le défi en disant très tôt qu'ils sont également favorables à cela, qu'ils y travaillaient également. Donc maintenant, ça voudrait dire qu'il y a de fortes chances que ces
ces parties-là se retrouvent encore pour s'entendre définitivement sur un document. Je crois que ce sont ces actes concrets qu'il faut poser plutôt que de faire des procès à tel pour dire tel ne fait pas de ceci, tel roule pour tel. Moi, je m'en tiens beaucoup plus aux actes concrets que les uns et les autres posent. Ouais. Oui, non, avant de vous donner la parole, permettez qu'on observe une courte pause et qu'on revienne juste après ceci. Retour ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury avec nos deux invités, Fabrice Pétési, directeur de publication du journal Le Libéral, et Carlos Ketaou, directeur de publication de l'Indépendant Express. Carlos voulait réagir à la suite donc de l'intervention de Fabrice. Oui, c'est pour manifester ma surprise par rapport au fait qu'ils disent, que mon confrère Fabrice dise qu'il n'y a jamais eu d'initiative concrète de la part de l'opposition pour exiger les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ça, je ne pense pas que c'est vrai. Et toutes les manifestations qui ont eu lieu dans ce pays, le président de l'ANC à l'époque, Jean-Pierre Fabre, a poussé. Il a adressé une lettre au chef de l'État, il s'est déplacé, il est allé chez le chef de l'État pour exiger les réformes. Cela a permis d'ouvrir un dialogue qui malheureusement Togo Télécom 2 n'a pas porté. Et au jour le jour, il y a eu des interventions au niveau des représentations diplomatiques pour appeler le pouvoir. Il y a eu des démarches au niveau de l'Assemblée pour qu'on puisse opérer ces réformes. Et ce n'est qu'après tout cela que le projet de loi qui a été introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale a été balayé du revers de la main. Mais tout cela, ce sont des actions, ce n'est pas aujourd'hui. Qu'on introduise un document à l'Assemblée pour dire que voilà, il faut opérer des réformes, qu'on dise que voilà, bravo, ils ont fait ce qui n'a jamais été fait sur le territoire togolais. Non, moi je pense que les réformes sont importantes. Et puis dans un pays normal, dans une démocratie entre guillemets civilisée, on n'a pas besoin de crier haro. On n'a pas besoin de faire toute cette tractation pour obtenir les réformes. Les réformes, ce n'est pas pour un parti ou un autre parti. Les réformes, ce n'est pas pour le parti au pouvoir, ce n'est pas pour l'opposition. Les réformes constituent une panacée pour le développement de la démocratie, pour l'établissement d'un véritable état de droit. Donc, autant le pouvoir et l'opposition ont intérêt à ce que les réformes s'opèrent pour que le Togo puisse s'engager sur une voie plus démocratique, pour que les élections qui puissent se dérouler dans les prochaines périodes puissent être des élections crédibles et démocratiques. Donc, les réformes constituent un indicateur clé au niveau de notre démocratie balbutiante qui a besoin d'être relevée. Mais si aujourd'hui, chacun va de son côté pour dire que voilà, je donne cette initiative, je veux que cette initiative marche, je crois que la dispersion de toutes ces initiatives ne pourront pas donner un résultat assez concret. Mais aujourd'hui, je pense que c'est dans la même logique que tout le monde a toujours réclamé les réformes. Et par humilité, je l'ai constaté, il y a l'ANC qui va se joindre également à l'initiative, parce que ce n'est pas une initiative qui est tombée ex nihilo, ce n'est pas une initiative magique dont on connaît déjà l'aboutissement, qui serait heureux ou pas. Non, mais c'est une initiative comme autant d'autres. Mais si l'opposition peut se mettre autour des questions de réforme qu'on a toujours réclamées, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il est honnête. Il serait plus honnête de dire que véritablement, il y a eu des actions, il y a eu des tracasseries, il y a eu des tractions qui se sont toujours opérées au Togo pour que les réformes puissent être opérées. Mais malheureusement, cela n'a jamais reçu de réponse positive de la part du pouvoir en place, de la part de l'Assemblée, de la part du gouvernement. C'est pourquoi il y a ces petits flottements qu'on est en train de constater. Mais aujourd'hui même, le chef de l'État a la possibilité de dire qu'en tant que premier magistrat du pays, que bon voilà, et il faudrait que ces réformes, qui sont des réformes clés, puissent être rapidement opérées, et cela va se faire tant qu'il y aura une certaine volonté politique. Mais tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique, on a beau se mettre en groupe, on a beau se mettre en cavalier solitaire, on a beau solliciter les ambassadeurs, les diplomates, on a beau manifester, s'il n'y a pas de volonté politique, mais il n'y aura jamais de réforme. Et le Togo targuera toujours dans cette situation d'immobilisme politique. Voilà, il faut quand même le dire, cette initiative prise par les députés du CAR, et l'a dit, sont
acceptées ou bien sont dites louables par des partis comme Obu Organisation pour bâtir un Togo solidaire de Gabriel Mensah Gouébé Kodjo, également le Front des Patriotes pour la démocratie FPD qui a un député à l'Assemblée nationale en la personne de l'honorable Dimo Auré, également de l'ANC, puisque c'est ce que nous avions appris depuis hier. Il faut rappeler également que cette initiative concerne la proposition de modification des articles 38, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 79, 100 et 101 de la Constitution togolaise votée le 24 octobre 1992. Alors, ma question, Fabrice, est de savoir quelles sont les chances d'aboutissement de cette initiative du Carré-Ladi. Oui, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ça la question. Bon, je voudrais d'abord faire observer que quand je dis d'actes concrets posés par tel ou tel devant conduire à des réformes, je ne parle pas forcément des lettres qu'on envoie par-ci, par-là. Parce que quand vous prenez même, quand Jean-Pierre Fabre a envoyé sa première lettre au chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État lui a dit? Il lui a dit aujourd'hui nous avons une Assemblée nationale où toutes les couches sont plus ou moins représentées et que les réformes devraient se faire là. Mais on a encore insisté pour demander un dialogue à l'issue duquel finalement c'est le gouvernement qui envoie un projet de loi. Donc c'est pour dire qu'on aurait pu en gagner en temps l'initiative que Adié et le CAR viennent de prendre aujourd'hui. On aurait pu gagner en temps depuis très tôt en provoquant cette situation qui pourrait amener les députés à introduire une proposition de loi par rapport aux réformes. Donc on n'avait même pas besoin d'écrire au chef de l'État dans la mesure où la loi vous permet. Et quand vous prenez aujourd'hui le référendum que réclament les gens de la diaspora, tout ça là, donc il ne faudrait pas forcément attendre du chef de l'État. Et bizarrement, le chef de l'État, lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, par jeu politique, ce n'est pas passé au niveau de l'Assemblée nationale. Quel sort, pour revenir à votre question, quel sort sera réservé à cela? Je crois que lorsque le projet de loi avait été rejeté, ça a été motivé aussi bien par les députés unis qui estimaient que c'est la question de la rétroactivité qui était exigée, qui les inquiétait, comme ceci, comme cela. Et il y a eu d'autres voix au sein de l'opposition qui avaient estimé que bon, si c'est ça la question, au moins il faudrait qu'on obtienne quand même certaines réformes avant de discuter certains éléments. Alors maintenant, est-ce que les points de vue vont changer ou alors la situation restera intacte? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça voudrait dire que si l'opposition y va avec, c'est-à-dire que le même projet de loi retourne comme on l'avait envoyé dès le départ, il y a de fortes chances que ce soit le même sort qui lui soit réservé. Mais si finalement dans les discussions, on peut accepter qu'on limite le mandat et que la question de la rétroactivité ne soit pas mise sur le terrain, que ça rassure l'autre camp, puisque n'oublions pas que finalement, on est en politique et chacun également voudrait avoir sa part dans cette bagarre-là qui est en train de se faire. Mais globalement, je continue toujours par dire qu'il y a quand même des gens qui parlent de réforme, mais on a l'impression qu'ils ne sont vraiment pas convaincus. Parce que quand vous prenez ce qui s'est passé à l'issue du conclave, on a l'impression que Jean-Pierre Fabre était beaucoup plus préoccupé par sa candidature unique qu'autre chose. Parce qu'en réalité, les réformes telles qu'on le voit avec un scrutin à 2 tours et tout cela, si jamais on obtenait ces réformes-là, vous comprenez que la question de la candidature unique n'est plus d'actualité. Donc, aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que Adié Kar a marqué un point en mettant en avant, même si tout le monde en parlait, en posant un acte concret pour dire que les réformes, c'est mieux que de se rassembler pour dégager un candidat unique. Maintenant, les chances. Les chances, c'est ce que j'ai dit. Si on revient avec le même test comme on l'avait envoyé et la même polémique, il y a de fortes chances que ce soit le même sort qui soit réservé. Mais je crois qu'au lendemain de ce rejet-là, il y a eu quand même des discussions dans les coulisses où les gens sont prêts à au moins avoir... même si ce n'est pas avoir tout, avoir quand même certaines choses sous la main et voir s'ils peuvent obtenir le reste après. Voilà une dernière question autour de ce sujet lié aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Est-ce qu'on ne lit pas finalement la lutte de paternité des réformes? Parce qu'on constate que finalement à tous les niveaux, tout le monde est d'accord qu'il y ait les réformes. Mais par exemple, il y a un auditeur qui l'a évoqué ce matin sur une radio de la place, le fait d'animer une conférence de presse pour annoncer le sujet alors qu'on pouvait faire un travail de fond sans forcément les médias ou sans que ça soit médiatisé. Est-ce qu'on ne lit pas un combat destiné à la réclamation de la paternité de ces réformes si jamais elle arrivait à... Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la tare togolaise, malheureusement, la tare de l'opposition togolaise, où chacun veut revendiquer ce qu'il fait. Chacun veut penser que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Et quand
je m'entretiens un peu avec certains hommes politiques, et il y en a qui disent que voilà, le dialogue de 2006, c'est moi qui ai joué un grand rôle. Il y en a qui disent que bon voilà, le code, au niveau du code 2, du code 1, si vous saviez ce que nous avions fait à l'époque. Le père de la PG, c'est à Koïko. Oui, et il y en a, c'est-à-dire que, vous savez, il faut voir un peu ce qui s'est passé au Burkina. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu, je ne sais pas, une guerre de tranchées entre certains acteurs de la société pour dire que voilà, c'est nous qui avons joué. C'est-à-dire que le débat ne se pose pas à ce niveau pour dire que c'est moi qui ai joué tel rôle, donc je dois gagner, c'est moi qui ai joué ce rôle, je mérite respect, je mérite considération. Les gens sont dans une situation où les décisions se prennent en visant l'intérêt de la nation, en ne visant pas ses intérêts personnels. C'est pourquoi très souvent les initiatives, elles sont très, très belles, elles sont prises dans des conditions hautement intellectuelles, mais elles périclitent sous le poids de cette division, sous le poids de cette grandiloquence, sous le poids de ce pédantisme politique que nos hommes politiques incarnent et qui constitue une tare pour eux. Parce que, vous savez, la question des réformes, c'est une question fondamentale qui doit être défendue sans passion et sans chercher à en avoir la paternité, à se dire, mais c'est malheureusement, aujourd'hui, certains se mettent à côté pour dire que voilà, quand la situation était bloquée, c'est nous qui avons eu le mérite de débloquer la situation pour gagner quoi? On ne sait pas, peut-être ces gens ont leur calcul. Ils ont les intérêts qui gagnent dans ces différentes considérations. C'est pourquoi nous devons toujours en appeler à ces hommes politiques à se dégonfler un peu, à revenir sur terre, à voir les choses de la façon la plus patriotique, de la façon la plus populaire, ce que la population veut. La population veut que les gens changent. La population togolaise veut qu'il y ait des principes qui puissent autoriser un état de droit et de démocratie. La population cherche un bien-être. Il faut voir tous ces aspects de la question avant de pouvoir gavauder dans des considérations, je dirais, nuisibles à la fin. Donc, il faudrait adresser ce message à la saison politique pour qu'ils puissent se départir de tous ces excès et fasse évoluer la démocratie. Voilà, Fabrice, c'est la même question avec vous. Oui, je crois vous avez souri tout à l'heure. Oui, je crois qu'il faut parfois faire preuve d'humilité dans ce qu'on fait, je suis d'accord. Mais il faudrait aussi parfois avoir le courage de reconnaître à César ce qui est à César. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois historiques qui portent des noms. Hein, quand je reviens au niveau du Togo, quand on dit la loi Bojona, c'est pas Michel qui l'a faite, mais quand même c'est sous son initiative et on lui a reconnu cela. Et aujourd'hui, la proposition de loi, si elle passe, moi je vais l'appeler proposition de loi ANC. La loi Karazi. Non, ANC a dit quelque chose comme cela. Donc ça aussi, c'est le fait de le reconnaître. Parce que quand vous voyez un peu la situation politique du Togo à l'instant T, quand vous voyez les actes que les uns et les autres ont posés, on a l'impression que du côté de l'ANC, on a été un peu pessimiste. Moi, j'étais également dans cette logique. On a été un peu pessimiste par rapport à l'aboutissement vraiment de ces réformes. En tout cas, les gestes ne sont pas encore posés pour voir s'ils avaient raison de ne pas y croire ou pas. Oui, ça dit que c'est une question d'expérience politique. Justement. Quand vous voyez le gouvernement qui est majoritaire à l'Assemblée introduit une loi. Justement. Comme on parlait du revers de la main, mais ce n'est pas l'opposition qui va introduire une loi. Justement. Et donc je crois que c'est logique, quoi. J'ai lu ce pessimisme-là du côté de l'ANC et moi j'étais d'accord pour dire, même sur les réseaux sociaux, j'ai eu des réactions pour dire qu'il vaut mieux être réaliste et reconnaître que ces réformes-là, je continue toujours par le penser. Sauf que maintenant, je mets une certaine réserve parce que les hommes politiques peuvent surprendre à tout moment. Ça, c'est clair. On nous a dit ici qu'il n'y aura pas de dialogue avant les législatives. On a eu un dialogue. Donc, ça voudrait dire que je le fais aujourd'hui avec un frein en main. Mais quand vous observez les choses, 2015, c'est pratiquement à nos portes. Et pensez qu'il y aura vraiment... Il peut y avoir vraiment des réformes avant 2015, dans la mesure où on a déjà même engagé des initiatives au niveau de la Cour constitutionnelle, la CENI et tout cela. Il y a de fortes raisons qu'on soit pessimiste en cela. Mais n'oubliez pas également qu'il y a eu quand même, au niveau de l'actualité internationale, certains derniers développements qui peuvent influencer. Et peut-être c'est là, le CAR, il a dit, peuvent s'en sortir. Mais pour l'instant, c'est trop tôt de se frotter les mains parce que tout également peut arriver. Mais je crois que l'ANC, il faudrait qu'elle reconnaisse, même si elle voulait les réformes, à un moment donné, elle a affiché un pessimisme. Elle s'est dit,
c'est pas la peine de perdre le temps là-bas. Il vaut mieux s'organiser déjà, parce qu'on a souvent fait le reproche également à l'opposition de se prendre trop tard pour se lancer dans la bataille. Il vaut mieux de s'organiser vite. Je crois et puis ça sans doute que l'ANC aussi a les moyens de revendiquer sa victoire malgré l'absence des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Peut-être l'ANC aussi compte sur ces aspects-là pour dire que bon, je m'en vais avec ma candidature aussi, je gagne et puis on me vole la victoire entre guillemets. J'aurai les moyens pour défendre cette victoire. Oui, bon, donc je crois que face à ce pessimisme-là que moi je lis au niveau de l'ANC, je crois que l'initiative du Carré a dit, c'est comme si on redonne l'espoir aux gens par rapport aux réformes, même si pour l'instant on ne sait pas quel sort sera réservé à cette proposition de loi si jamais ils obtenaient les 19 signatures des députés. Mais ce qui est sûr, ils ont quand même redonné espoir aux gens par rapport à ces réformes-là. Et je crois que pour ça, il faut le leur reconnaître, même si tout le monde en parlait. Il faut reconnaître que c'est eux qui l'ont fait. Mais toute considération, en fait, il faudrait également que ces deux partis, l'ANC a dit, non, le CAR, il a dit, sache qu'en voulant récolter des signatures au niveau de l'Assemblée, ils ne peuvent que se baser sur des signatures des partis qui sont proches d'eux, c'est-à-dire l'opposition. C'est là-bas le piège, et effectivement l'ANC a échappé à ce piège. Et en s'attaquant à ces partenaires, potentiels partenaires qui pourraient venir au secours pour faire passer cette loi. Mais si ils les prennent déjà en adversaire, en les attaquant, en les critiquant, en les désavouant, et voilà, cela ne crée pas une atmosphère sereine pour pouvoir aller au bout de leur mission, à moins que ce soit une mission suicide qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent l'aboutissement que, bon, ça ne va pas marcher, mais on a envie de perdre un peu de temps et de se faire de la publicité. Alors on balance ça, à moins que ce soit leur objectif. Mais sinon, je ne pense être sûr que tel est mon partenaire. Il va contribuer peut-être à plus de 80% à ce que moi, mon projet puisse passer. Et je me mets à attaquer ce partenaire-là. Non, je crois que c'est plutôt le Carré l'a dit qui ont été attaqués dans leur... Et les gens les attendaient. Le jury faisait leur conférence de presse. Pour la plupart, c'est qu'ils voulaient annoncer un candidat. Mais ils ont dribblé tout le monde sur ce terrain-là. Et ils ont amené la question des réformes. Et c'est là ils ont mis l'ANC au pied du mur. Reste à savoir les raisons qui ont poussé à reporter à la dernière minute la date. Ce qui est sûr, on a des informations. Ce qui est sûr, on les attendait. Ils avaient voulu aller plus loin que ça, mais il nous reste moins de 10 minutes et nous allons rapidement parler du Burkina. Quelle analyse faites-vous, Fabrice, des difficultés qu'éprouvent les Burkinabés à assurer l'après-Blaise Compaoré? Oui, les difficultés, moi je crois que c'est lié au fait que les Burkinabés ont obtenu un résultat qu'ils n'attendaient pas. En fait, ils ne voulaient pas que Blaise Compaoré modifie la constitution, mais l'appétit est venu en mangeant et finalement ils sont au bout, ils l'ont bousculé même avant qu'ils ne terminent les 1 an qu'ils le respectaient. Donc cela voudrait dire qu'en réalité, contrairement à l'interview de Compaoré dans Jeune Afrique qui dit qu'il y avait des informations de coup d'État, de connivence entre l'armée et l'opposition. Moi, je ne crois pas. Je crois que s'il y avait vraiment connivence entre ces deux entités, on aurait rapidement trouvé le président de la transition très tôt, plutôt que le pouvoir traîne un peu avant que cela devienne. Et donc, je crois qu'en fait, les gens se sont vraiment battus pour la Constitution, pas pour mettre quelqu'un au pouvoir. C'est pour cela qu'on ne s'est pas vite entendu pour voir qui doit prendre et autres. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans une situation où il faut qu'ils s'organisent vite pour relever le défi, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ils ne se sont pas préparés. Et il faut aussi dire qu'en réalité, l'opposition au Burkina était un peu effacée. Contrairement au niveau du Togo, au niveau du Burkina, la société civile est très forte. Les syndicats, c'est une société civile très puissante. Surtout la dernière dissidence. Par rapport au niveau du Togo, c'est une société civile complètement effacée et l'opposition tient plus ou moins. Mais au Burkina, à un moment donné, on avait l'impression comme si l'opposition n'existait vraiment plus. Mais il faut voir que le travail qui a été fait, c'est venu beaucoup plus spontanément. Des populations qui se sont fondées sur les considérations syndicales, la défense des droits de l'homme et tout cela et autres. Mais il faut dire qu'ils ont une société civile quand même qui est très forte par rapport à ici. Et très souvent, comme la société civile n'est pas portée sur le pouvoir pour l'exercer, je crois aussi que ça a contribué. Maintenant, au niveau des politiques, puisque c'est clair que celui qui fera la transition ne sera pas candidat, les politiciens peuvent se dire, bon, je préfère plutôt
attendre les élections pour me faire valoir que d'aller gérer une transition qui va durer peut-être juste un an. Or, la société civile, elle, on a l'impression qu'elle n'avait pas dans son agenda l'exercice du pouvoir, même si elle tenait à ce que la Constitution ne soit pas modifiée. Et voilà, Carlos, par rapport à la gestion de l'après Blaise Compaoré au Burkina. Oui, c'était prévisible. Moi, j'ai été surpris que Blaise Compaoré n'ait pas prévu que les manifestations ou bien le risque, il ne mesurait pas le risque qu'il courait en tentant de modifier la Constitution, connaissant assez bien son peuple qui est déterminé, connaissant un peu sa société civile qui est organisée, connaissant son armée qui est totalement dégingandée, et sachant également qu'il y a quelques mois, il avait eu une grave défection en son sein, où un certain nombre de cadres de son parti, de ses proches, ont rejoint l'opposition, mais il devrait savoir que il était dans une situation hautement dangereuse et devait se préparer à affronter cette situation. Mais moi, j'ai eu l'impression que malgré tout cela, il semblait avoir une certaine sérénité dans l'exercice du pouvoir et aller même jusqu'à la provocation, en provoquant le peuple burkinabé lorsqu'il tentait de faire passer encore cette loi qui lui permettait de se représenter. Et aujourd'hui, comme nous le disions par rapport au Togo, l'État burkinabé ou bien la société civile burkinabé, les opposants burkinabés ne cherchent pas à revendiquer des actes pour être les chefs, les leaders d'une action ou d'une autre. Sinon, on aurait déjà trouvé un successeur à Blaise Compaoré. Mais c'est qu'aujourd'hui, si on peine à trouver quelqu'un, c'est parce que ils ne se disent pas que voilà, nous allons mener telle action, si nous finissons de mener cette telle action-là, c'est moi qui vais être le président, c'est moi qui vais prendre cette responsabilité. Donc, c'est de bonne guerre. Une situation qui se passe actuellement au niveau du Burkina Faso entre la société civile, entre le pouvoir. Blaise Compaoré pense avoir été trahi. Même si lui, il est venu au pouvoir par cette même trahison en mettant fin à la vie d'un de ses amis et frères, Thomas Sankara, qui était président. Il semble avoir été trahi. Et il y a eu la pesanteur des manifestations publiques qui a beaucoup joué et qui a contraint l'armée à ne pas s'engager dans des dérives. Moi, j'ai lu la note du Premier ministre Tiao qui a appelé l'armée à faire exercice des armes sur les civils pour arrêter les manifestations. Le chef d'état-major n'a pas exécuté cette note, cette recommandation du Premier ministre. Cela veut dire qu'à un moment donné, il y a un niveau de responsabilité qui s'est rallié à l'action patriotique, à l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Et c'est ça qui a amené cela. Donc, ça crée aujourd'hui des conditions plus ou moins, des conditions dans toutes les oppositions africaines. Et sachez bien, il y a Montesquieu qui dit que les hommes sont comme des chiens qui hurlent quand ils entendent de loin d'autres chiens hurler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'opposition togolaise, au niveau de l'opposition congolaise, au niveau de l'opposition rwandaise, au niveau de l'opposition gabonaise, tout cela, on pense que on peut faire comme le Burkina Faso. On peut, avec toutes les conditions qui sont réunies, avec l'Occident qui combat rigoureusement les questions de pérennité au pouvoir, on peut également faire partir notre président. Et cela crée également une autre équation au niveau des dirigeants, au niveau des chefs d'État, qui se disent que, mais si Blaise Compaoré est parti dans ces conditions, ça veut dire que nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. Et les méthodes de répression qui avaient été utilisées dans certains pays vont être réduites parce qu'il y a la communauté internationale, il y a cette fièvre qui est en train d'emballer toute l'Afrique. Et vous savez qu'il y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte. Donc s'il y a eu le Burkina, il peut y avoir le Togo, il peut y avoir le Gabon, il peut y avoir la RDC. C'est pourquoi les États et les dirigeants doivent faire beaucoup d'attention. Et moi, je suis en train de voir déjà des actions dans ce sens au niveau de l'exécutif togolais, avec l'augmentation des bourses au niveau des étudiants, avec une certaine façon de cajoler, de câliner certaines catégories de personnes. Mais il faudrait faire attention pour que ce soit au niveau des réformes institutionnelles et constitutionnelles, que ce soit au niveau des répressions des manifestations, que ce soit au niveau de l'engagement du pouvoir vis-à-vis du peuple, il faudrait qu'il y ait
haute responsabilité d'État afin qu'on n'en arrive pas à une situation qui dégénère et qui nous amène au chaos. Parce que le Burkina a été géré de cette façon tout simplement parce que l'armée est restée dans une situation plus ou moins disciplinée et patriotique, mais on ne sait pas si ce serait la même chose quand cela arriverait au Togo, si ce serait la même chose si cela arrivait en RDC. Donc il faudrait faire très très attention à ce qui va se passer dans tous les pays en matière de mutation politique. Voilà, juste en quelques mots, Fabrice, un dernier mot, parce que nous sommes pris par le temps qui est complètement parti. Oui, mais c'est peut-être par rapport au cas burkinabé et celui du Togo, peut-être pour dire que oui, c'est vrai que chaque peuple a ses aspirations et chaque peuple a ses réalités et autres. Si au niveau du Burkina, le mouvement a été déclenché par l'envie de modifier une constitution, ce n'est pas dit. Peut-être qu'au Togo, il va falloir forcément attendre cette situation pareille pour avoir ce qu'on a obtenu au Burkina. Donc, il faudrait également... Autre chose également peut déclencher cela, comme au niveau de la Tunisie, c'est parti d'une plus ou moins revendication sociale, hein, quelqu'un qui s'est surtout de l'immolation d'un étudiant. Donc c'est parti. Donc tout peut embraser tout un pays. Donc c'est pour cela, nous dans notre dernière parution, nous avons écrit surtout de la question concernant les réformes. Il faut toutes les faire pour avoir des colères pondérées. Voilà, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin donc de ce numéro de votre émission Grand Jury. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à nos invités, Fabrice Petsedi du journal Le Libéral et Carlos Ketou de l'Indépendant Express. Je rappelle que l'Indépendant Express est dans les kiosques depuis ce matin à 200 francs CFA, 250 francs voilà CFA. Et demain, vous lirez également Le Libéral. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Au revoir.